Leur première réaction a été une expression d'horreur à l'idée que l'on ait pu utiliser cette invention pour provoquer des destructions. Histoire vivante. 6 août. Proposée par Irène Chaland 1945. et Jean Leclerc. Alors que nous faisions demi-tour et regardions, il n'y avait plus de ville, mais un énorme bouillonnement noir de débris. Ça peut être une solution humanitaire que de faire une guerre de cette manière-là. Cette semaine, la menace nucléaire. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. D'Hiroshima à Farm Hall. Il faut très peu d'uranium pour produire énormément d'énergie. Opération Epsilon. Sans aucun danger pour la santé publique. It is an awful responsibility which has come to us. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg. Les conséquences médicales des radiations, elles n'étaient pas connues. Wirtz, Korsching. On ne savait pas à l'époque que c'était aussi problématique et grave. Nous étions 10. Et à un moment donné, le cœur n'est plus refroidi et on va vers une fusion du cœur. De toute façon, on sait qu'autour du nucléaire, il n'y a pas d'information correcte. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature. Je ne crois pas beaucoup à l'amélioration du monde. Je crois qu'on ne peut vivre qu'en résistant. Il faut résister au pire, toujours, sans se faire beaucoup d'illusions. Voilà, non. Que se passe-t-il dans le cottage de Farm Hall ? Qui y a-t-on enfermé ? Quels sont ces hommes ? Quels sont leurs pouvoirs ? Quels sont leurs traits de caractère ? Leurs secrets ? Leurs faiblesses ? Que vont-ils se dire ? Que vont-ils cacher ? Ont-ils connaissance de ce qu'on a tissé autour d'eux ? Font-ils semblant ? Sont-ils sincères ? Aujourd'hui, notre épisode est intitulé « Conversation écoutée ». Histoire vivante. Cette semaine, la menace nucléaire. Aujourd'hui, conversation écoutée. Les transcriptions de Farm Hall auxquelles nous nous intéresserons aujourd'hui sont un document historique. Il s'agit de traductions en anglais d'abord, puis en français, de conversations entre 10 savants allemands détenus de juin à décembre 1945 dans un cottage à Farm Hall, Godmanchester, près de Huntington. Classées top secret, elles sont restées inaccessibles jusqu'à leur entrée dans le domaine public en février 1992. Auparavant, seuls quelques extraits avaient été publiés dans les mémoires du général Leslie Groves, responsable militaire du projet top secret Manhattan, devant mener les États-Unis à la fabrication de la première bombe atomique. Sir Charles Frank, physicien britannique, a écrit un avant-propos lors de la publication des transcriptions de Farm Hall. La principale raison pour laquelle j'ai été choisi pour rédiger cette introduction est que je suis, me semble-t-il, la dernière personne encore en vie en Angleterre qui ait déjeuné avec les détenus pendant leur séjour à Farm Hall. Je connaissais la plupart d'entre eux pour avoir passé 18 mois au Kaiser Wilhelm Institut für Physik à Berlin, de l'automne 1936 à l'été 1938. Ainsi, j'avais travaillé dans le même laboratoire que von Laue, von Weizsäcker et Wirtz. Karl Wirtz et moi étions de bons amis. Otto Hahn était voisin et je crois bien que nous sommes allés plus d'une fois écouter ses séminaires. Quant à Heisenberg, un certain nombre d'entre nous avaient eu l'occasion de se rendre à son institut à Leipzig. Pour une série de séminaires, j'avais également déjeuné chez lui une fois. En revanche, je n'avais jamais rencontré ni Dibner, ni Korsching, ni Bagge auparavant. Ma visite du 2 novembre 1945 n'a rien donné pour qui écoutait, qui valut la peine d'être enregistré. En fait, Wirtz m'emmena après déjeuner dans le jardin, m'expliquant qu'il s'y sentirait mieux pour parler en privé. Ils avaient trouvé des fils électriques douteux dans la maison, derrière une armoire,
Je ne sais plus ce que je lui répondis alors. J'ai certainement dû accommoder la réalité à ma façon, car je n'aime pas mentir. Je savais bien entendu qu'il y avait des micros dans la maison. Le commandant Welch m'avait montré les transcriptions. Bien sûr, je ne pouvais pas laisser entendre que je les avais vues. Le dossier des transcriptions de Farm Hall semble avoir été constitué à partir de diverses sources. Sur les documents originaux sont apposés les tampons du ministère de la Défense datés du 14 février et du 5 mai 1978. La date finale d'enregistrement est le 6 février 1992. Il aura en tout et pour tout existé 8 copies de ce rapport. Pour ceux qui auront pu le constater, il apparaît que bien des pages sont très pâles, parfois à peine lisibles. À l'évidence, il s'agit d'énièmes copies carbone. Un exemplaire a été conservé à Washington dans les dossiers du Manhattan Engineer District. Il s'agit des copies adressées au général Groves. Toutes les pages du document portent le tampon top secret ainsi que le tampon de déclassification. Certains rapports ne sont pas identiques et sont tapés sur une machine à écrire différente. Le conservateur actuel à Washington a fait savoir que le général Groves en avait fait redactylographier certains par sa secrétaire privée, pour les distribuer ensuite, en petit nombre, à des personnes concernées. Le général Groves avait une grande réputation concernant la sécurité. Il ne faisait pas photocopier les documents sensibles qu'il aurait fallu faire sortir de son bureau, on redactylographiait dans son bureau. Mrs. O'Leary, chargée de ce travail, a redactylographié les documents en respectant à l'extrême le texte original, ligne à ligne, mot à mot, allant jusqu'à reproduire les ratures sur certains passages en tapant des croix par-dessus les mots concernés. Les experts ont aussi remarqué une fantaisie que s'est un jour accordée Mrs. O'Leary, remplaçant Reims, la ville de Reims, R-E-I-M-S, par R-H-E-I-M-S. Au total, le texte de Washington apparaît plus complet et plus lisible. Sir Charles Frank, physicien britannique. Quelles sont les raisons de cette détention ? Tout au long de la réalisation du projet Manhattan, dirigé par le général Leslie Groves, qui devait conduire à la fabrication des bombes atomiques aux États-Unis, les participants à ce projet étaient convaincus de mener une course contre les Allemands, ces derniers ayant pris de l'avance avec la découverte par Otto Hahn de la fission nucléaire à la fin de l'année 1938. La mission Alsos, forêt sacrée en grec, placée sous la direction scientifique de Goodsmith, était chargée, en suivant de près les forces alliées qui envahissaient l'Allemagne en 1944, de trouver et d'enlever le personnel, les documents et le matériel ayant pu servir au programme allemand de fabrication de la bombe atomique. Bien que, dès novembre 1944, Goodsmith ait rassemblé suffisamment d'indices permettant de conclure que l'Allemagne n'était pas en train de fabriquer la bombe, beaucoup de responsables, surtout en Amérique, refusaient de le croire et la mission fut prolongée avec des objectifs pratiquement inchangés qui, au minimum, restaient des objectifs de renseignement. Les 10 personnes dont il va être question ici ont été choisies par Goodsmith, parmi celles qui avaient été enlevées, principalement à Eschingen, par une unité anglo-américaine. Unité qui était parvenue jusque-là à travers une brèche dans le front allemand sous le commandement du colonel Boris Pasch, principal officier d'Alsos. Eschingen se trouve à l'est de la Forêt Noire. C'est là que la plus grande partie du Kaiser Wilhelm Institut für Physik, et particulièrement son réacteur nucléaire inachevé, avait été déménagée après que l'intensité des bombardements alliés eut imposé son transfert hors de Berlin. Après leur enlèvement, de nombreuses discussions de très haut niveau, de part et d'autre de l'Atlantique, ont dû avoir lieu pour décider du sort de ces savants. Toute action, entreprise pour les libérer ou pour en arrêter d'autres,
ou même pour faire connaître leur situation, pouvaient attirer l'attention sur les bombes atomiques, dont 2 exemplaires de type différents étaient pratiquement prêts pour des essais. Il était gênant de les garder en France, ils avaient été enlevés sur une partie du front qui devait, par la suite, être occupée par les forces françaises, et la France elle-même s'intéressait à l'énergie nucléaire. Un général américain alla même jusqu'à proposer la solution la plus simple, les abattre. C'est M. Jones qui fit observer que Farm Hall, qui appartenait au service secret britannique, était maintenant libre et que cet endroit conviendrait parfaitement pour les y loger. Il suggéra également qu'on place des micros avant leur arrivée. Cette pratique était devenue courante lorsqu'on avait affaire à des prisonniers de guerre de première importance. L'expérience avait montré que les conversations privées des prisonniers pouvaient être plus instructives que des interrogatoires. Quant aux réserves éthiques concernant de telles pratiques, 5 années de guerre en étaient venues à bout. Ces savants étaient tous des civils, bien entendu, et nullement des prisonniers de guerre, mais ils étaient formellement employés par un organisme classé comme important pour la guerre, Kriegswichtig, et placé sous l'autorité suprême du Reichsmarschall Göring. Le cottage dans lequel vont se trouver enfermés les savants allemands est donc entièrement placé sur écoute. Une équipe composée de 8 personnes est affectée à ces écoutes. Tous ont l'allemand comme langue maternelle et possèdent plusieurs années dans ce genre d'activité. Ils ont de l'oreille. Ils peuvent reconnaître les voix, suivre une voix particulière au milieu d'une conversation. À la fin de l'opération Epsilon, les 8 membres chargés des écoutes s'affirmeront capables d'identifier la voix de chacun des invités. Pendant la journée, toutes les chambres étaient occupées. Les enregistrements, faits sur des disques métalliques réinscriptibles grâce à un procédé de gomme-lac. Les conversations n'étaient enregistrées que lorsqu'elles étaient sur le point d'aborder des sujets intéressants. La règle étant d'enregistrer de préférence trop plutôt que pas assez. On ne transcrivait que ce qui intéressait le service. Les conversations techniques, les conversations politiques, les conversations personnelles n'étaient utilisées que dans la mesure où elles aidaient à étoffer les fiches biographiques. Les mots inaudibles reproduits par des points d'interrogation. Les répétitions élaguées au moment de la traduction. On ne sait plus qui se sera chargé des traductions, ni quelle proportion des transcriptions allemandes a été traduite. L'estimation est de 10% de l'ensemble des mots prononcés par les détenus. Après usage, les disques étaient retraités et réutilisés. Il ne subsiste probablement aucun enregistrement original. Rien ne permet d'affirmer que les transcriptions originales en allemand aient été détruites, mais aux yeux des experts, la chose paraît assez vraisemblable. Le major Rittner fait partie de l'opération Epsilon. Dès le départ, il a accompagné les savants allemands dans leurs différentes pérégrinations. Versailles, Vézinay, Liège, les prisonniers invités seront transbahutés dans bien des lieux avant le refuge de Farm Hall. Avant le départ pour l'Angleterre, Rittner a fait une note brève sur chacun de ces savants. Max von Laue. Un homme timide et doux. Il ne comprend pas les raisons de sa détention. Il a été extrêmement amical. Il est très bien disposé à l'égard de l'Angleterre et de l'Amérique. Otto Hahn. Il a été le plus serviable de tous. Son sens de l'humour et son bon sens ont sauvé la situation en plus d'une occasion. Il est vraiment très bien disposé à l'égard de l'Angleterre et de l'Amérique. Werner Heisenberg. Amical et très serviable. Il est, je crois, vraiment pressé de coopérer avec les savants britanniques et américains, bien qu'il ait parlé de passer chez les Russes. Walter Gerlach. Quelqu'un de très gai et de bonne composition. Semble réellement disposé à coopérer. Paul Artek. Une personne charmante qui n'a jamais causé aucun problème. Son seul vœu est de se remettre à son travail. Comme il est célibataire,
il s'inquiète moins que les autres des conditions de vie en Allemagne. Kurt Dibner. Très amical, mais c'est quelqu'un de désagréable. Il ne faut pas lui faire confiance. Il est détesté par tous les autres, sauf Bag. Karl Friedrich von Weizsäcker. C'est un diplomate. Il a toujours été très amical et coopératif. Je pense qu'il est vraiment disposé à travailler en Angleterre et en Amérique, mais c'est un bon Allemand. Karl Wirtz. Un égoïste. Très amical en surface, mais on ne peut pas lui faire confiance. Je doute qu'il coopère, à moins qu'il n'y trouve un intérêt. Erich Bag. Un jeune homme sérieux et très travailleur. Il est complètement allemand. Il est peu vraisemblable qu'il coopérera. Son amitié avec Dibner laisse planer un doute sur lui. Horst Korching. Une énigme totale. Semble morose et maussade. Ne parle que très rarement. Il est devenu plus humain, cependant, depuis son arrivée en Angleterre. Signé Major Rittner. Ce sont tous d'éminents scientifiques, plus ou moins nobelisables, certains l'ont été ou le seront. La question essentielle pour les services de renseignement britanniques, c'est de connaître le degré où en est arrivée la compétence scientifique allemande dans le domaine atomique. L'opération Epsilon débute le 1er mai 1945. L'arrivée à Farm Hall le 3 juillet. Nous sommes à 1 mois et 3 jours du lancement de la bombe atomique sur Hiroshima. À Farm Hall, chacun, officier du renseignement et prisonnier invité allemand, l'ignore. Le reste du monde également. Rapport de Michael Perrin des services secrets britanniques pour le général Groves, responsable militaire du projet Manhattan. Opération Epsilon du 3 au 18 juillet 1945. Un rapport concernant le déroulement de l'opération sur le continent du 2 mai au 3 juillet 1945 a déjà été remis. Les dispositions prises pour amener le groupe en Angleterre ont fonctionné comme prévu et les personnes suivantes ont atterri à Thamesford le 3 juillet après-midi. Elles ont été conduites à Farm Hall en voiture. Tous les professeurs m'ont renouvelé leurs paroles par écrit pour Farm Hall et la propriété. Et je les ai avertis que toute tentative d'évasion ou de communication avec l'extérieur de leur part, ou de celle des aides de camp, entraînerait des restrictions très sévères de leur liberté de mouvement. Des rations militaires ordinaires ont été apportées pour les professeurs, les officiers et la troupe. Elles sont préparées par les cuisiniers. Des microphones ont été installés dans toutes les chambres et salles de séjour utilisées par les professeurs. 6 juillet 1945. Je me demande s'ils ont installé des microphones. Des microphones ? Non, ils ne sont pas assez malins. Je ne crois pas qu'ils pratiquent les méthodes de la Gestapo. De ce point de vue, ils sont un peu vieux jeu. 7 juillet 1945, le commandant Eric Welch a visité Farm Hall. La conversation qui suit a lieu après la visite du commandant Welch. Sont présents Heisenberg, Hartek, Dibner et Korching. Je vois venir le moment où il nous faudra avoir une conversation très sérieuse avec Welch. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Ah, ça ne servira à rien. Ils nous gardent secrètement. Nous n'avons aucun recours légal. Apparemment, ils se sentent coupables de ce que font leurs propres savants. Autrement, c'est à n'y rien comprendre. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Un soir, on va saouler le commandant et le faire parler. On va jouer au bridge. Ensuite, nous parlerons sérieusement à partir de 1h. Oui, c'est la bonne marche à suivre. D'abord, on va le chercher un après-midi et on s'arrange pour le déprimer. Puis, un autre soir, on fait la fête. Oui, et dites-lui clairement que ce qui nous arrive est injuste. Oui, bien sûr. Vous avez l'air d'avoir une certaine influence sur lui. Je crois que vous pouvez arriver à quelque chose. Bon, je crois qu'il m'a à la bonne. Je lui ferai remarquer qu'il en a laissé d'autres vivre leur vie en Allemagne et que nous, pauvres Locke, nous devons laisser nos femmes et nos enfants mourir de faim.
Et pendant ce temps, les soldats américains et anglais pillent nos maisons. Oh, ils s'en moquent. Oh non, ils ne s'en moquent pas. En rusant un peu, on peut peut-être arriver à quelque chose. C'est bizarre, d'abord, ils s'arrangent pour que tout ça reste secret. Et ensuite, on dirait qu'ils veulent être aimables avec nous. Je crois bien qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas qu'on soit mêlés aux discussions sur notre avenir parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait notre mot à dire. Ils veulent prendre le temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire de nous. Ils ne sont pas encore d'accord entre eux. Bien sûr qu'ils le peuvent, si elles en ont envie. Bien sûr, ils peuvent finalement être d'accord pour nous demander si nous voulons bien rester en Angleterre ou bien si nous préférons aller en Amérique. Mais que nous ne pouvons pas revenir en Allemagne. Welch a dit que quand il reviendrait, il aurait certainement des lettres ou de bonnes nouvelles. Dès qu'il sera là, il essaiera de nous endormir avec toutes sortes d'excuses. Et après, il va parler pendant des heures. Et il va se dire, tout va bien maintenant, je les ai calmés pour un petit moment. Le début de la conversation m'a beaucoup déplu. Quand tu as commencé à parler des lettres. Quand il a dit, oui, elles sont parties, mais il n'y a pas encore de réponse. C'est très mystérieux. Non, il a dit qu'elles n'avaient pas encore été envoyées. C'est ce qu'il a dit. C'est venu par bribes, après qu'on l'ait bien cuisiné. Et puis les remarques ensuite sur la malchance, etc. C'est facile de mettre ça sur le tapis. Je comprends qu'un Anglais soit ennuyé de mettre des choses comme ça sur le tapis, mais ce n'était pas une façon de nous répondre. Je n'avais plus envie de l'écouter du tout. C'est pour ça que je suis sorti de la chambre. Je serais très content, monsieur Heisenberg, si vous vouliez bien avoir une conversation avec lui. Vous n'êtes pas censé être au courant des détails de ma propre conversation. Welch a démarré tout seul au déjeuner. J'ai eu l'impression qu'il était un peu déprimé par la situation ici. Et par le fait qu'il a été reçu assez froidement. Il s'en est bien rendu compte. Otto Hahn lui a dit que nous vivions ici comme des princes. Mais à quoi bon? Si on ne peut avoir aucune nouvelle de notre famille, si on n'a aucune idée de ce qui est en train de nous arriver, et si on ne peut pas garder le contact avec notre travail, on est bien traité, certes. Mais on est quand même prisonnier. Je crois bien lui avoir fait une impression favorable. Il voulait m'en parler après déjeuner, mais j'ai refusé. Et je lui ai dit, nous parlerons seul à seul plus tard. Je crois que nous devrions préserver nos chances auprès de ce type. Il pourra peut-être nous aider face à d'autres qui nous sont encore plus hostiles. Il est sans doute venu en s'attendant à ce que ça soit joyeux et qu'on le reçoive aussi bien que la dernière fois. Il s'est immédiatement rendu compte que ce n'était pas le cas. Et bien sûr, ça l'a embêté. Un peu plus tard, ce 6 juillet, la conversation se poursuit. Supposons qu'on s'échappe et qu'on aille jusqu'à Cambridge. Vous avez beaucoup d'amis là-bas. Ça ferait vraiment sensation. Tout serait découvert. Vous feriez sûrement ça si vous étiez détenu depuis 1 an. Si rien de nouveau arrive, j'irai certainement voir Rittner assez prochainement. Et je lui dirai, je demande la permission de reprendre ma parole. Il se retrouvera dans la situation inconfortable de devoir mettre une sentinelle armée devant ma porte. Ça fera des remous en amont. C'est sûr que ça déclencherait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Si vous vous échappiez et essayiez réellement d'aller à Cambridge, ils ne pourraient rien faire. Ils pourraient demander à la police de vous ramener, mais le mal serait fait. Ils ont l'air d'avoir peur qu'on fasse quelque chose contre l'Angleterre. Mais ils nous cachent de leurs propres concitoyens, c'est ça qui est incroyable. Si la situation était inversée, nous ne cacherions pas un savant étranger en Allemagne. Tous les savants seraient au courant. Ce qui est vraiment épouvantable avec les Anglais, c'est qu'il leur faut une éternité pour se décider. Eh oui, leur empire s'est construit à travers les siècles. Ils ont tout le temps. Ils ne comprennent pas que des gens puissent être pressés. On peut dire qu'ils font les choses mieux que les autres parce qu'ils prennent leur temps. Ils ont de l'argent, donc du temps. Plus longtemps on restera ici, et plus on aura envie de rentrer. En plus, c'est mauvais de laisser les gens dans le doute. On devient très amer. C'est ça, oui. Terriblement amer. Peut-être que le gouvernement anglais a peur des professeurs communistes. Peut-être qu'ils ne veulent tout simplement rien dire du tout. Alors il va falloir qu'ils attendent jusqu'à ce que tout soit arrangé par les 3 grands à Potsdam. Je crois que dans ce cas, il vaudrait mieux pour les Anglais qu'ils nous donnent quelques repères. Peut-être qu'ils ne peuvent pas en parler ouvertement à cause du camarade Staline. Il est possible que les 3 grands décident à Potsdam et que Churchill rentre en disant « Allez, au revoir, tout le monde retourne à Berlin. » Et alors,
on sera dans le potage. « 7 juillet 1945. Conversation entre Carl Wirtz, celui-là même que le major britannique Rittner a trouvé égoïste, et Karl Friedrich von Weizsäcker, vraiment pressé de coopérer avec les savants britanniques et américains, bien qu'il ait parlé de passer chez les Russes. Ces gens nous ont mis en détention d'abord parce qu'ils pensent que nous sommes dangereux, que nous avons vraiment beaucoup travaillé sur l'uranium. Ensuite, des gens importants ont dû intervenir en notre faveur pour qu'on soit bien traités. Et ces deux faits les ont mis dans cet embrouillamini politique. Maintenant, il serait décent qu'ils nous disent « On ne peut pas parvenir à une décision rapide vous concernant, qu'allons-nous faire? Vous voulez demeurer avec votre famille dans le temps qui reste ou... » Au lieu de cela, ils préfèrent nous maintenir au congélateur. Ce n'est pas gentil de leur part. En fait, je les crois volontiers quand ils disent que cela dépend des élections et de toutes sortes d'imbroglios politiques. Je ne crois pas qu'ils fassent rien par pure méchanceté. C'est simplement qu'ils n'arrivent à aucune décision nous concernant. Oui, je peux comprendre. Mais ils pourraient dire, on va trouver un arrangement pour vos familles. À quoi ça rime tout ça? Oui, mais c'est difficile. Ce qui est exaspérant, c'est qu'ils ne nous laisseront pas dire un mot de tout ce qui nous arrive, ni pour ce qui touche à nos familles, et qu'ils ne nous donneront aucune raison d'avoir confiance en l'avenir. 11 juillet. Conversation entre Erich Bagge et Horst Korching. Le jeune homme sérieux et très travailleur, mais complètement allemand, selon l'officier britannique Rittner. Korching, lui, est celui qui semble Mossad en permanence et parle peu. Pourtant, ce jour-là... Ça me met hors de moi que des gens puissent être aussi bêtement anglophiles. C'était pareil à Eschingen. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils leur ont donné l'eau lourde sur un plateau. Ils ont fait la même chose avec l'uranium, avec tous les instruments et tous les dossiers secrets en double, et je ne sais pas, 20 grammes de radium. C'est terrible. J'en connais qui ont enterré quelques grammes de radium pour les revendre plus tard pour leur compte. 11 juillet. Les deux mêmes, Korching et Bagge. Si on veut continuer à travailler sur notre sujet, il faudra certainement travailler avec les Anglo-Américains. Personne n'a d'argent en Allemagne. Supposons que vous soyez convaincu que l'Allemagne sera occupée par les Russes pendant longtemps et que vous travaillez à fabriquer des armes pour les Anglais. Le résultat sera la transformation de l'Allemagne en futur champ de bataille. Les Anglais, bien sûr, sont beaucoup trop circonspects pour penser à combattre les Russes. Moi, ça ne me poserait pas un cas de conscience de faire une source de neutrons pour les Américains. Bien sûr, on ne pourrait pas séparer pour eux l'uranium avec le séparateur qui existe. Je serais tout à fait d'accord pour poursuivre mes travaux là-dessus. C'est absolument inoffensif. Compte tenu de ce que je sais des Anglo-Américains, je ne trouve pas agréable l'idée qu'ils puissent nous assimiler aussi facilement que cela. Au final, tout notre travail sera porté au crédit des cerveaux anglo-américains. En tout cas, je n'imagine pas que Weizsäcker et Wirtz demeurent en Allemagne pour le restant de leurs jours. Qu'est-ce que tu veux dire? La première chose que Wirtz a demandé, c'est est-ce qu'ils nous donneront la nationalité anglaise? Il y avait eu toutes sortes d'autres discussions auparavant. Je ne crois pas que c'était son idée. Une fois, je discutais avec Wirtz et Heisenberg, et j'ai dit « Ce serait sûrement très malin pour quelqu'un désireux de travailler en Angleterre de prendre la nationalité anglaise, parce qu'autrement, s'il tombait dans les mains des Russes, il serait descendu. » Tous les deux étaient d'accord. Une fois en Angleterre, on peut être obligé d'y rester. Je préférerais prendre la nationalité suédoise plutôt que de rester en Allemagne à attendre la prochaine guerre. Moi, je ne ferai aucun effort pour avoir la nationalité anglaise. S'il n'y a rien d'autre à tirer de l'Allemagne, il faut à tout prix fuir les Russes. Weizsäcker s'est plus ou moins résigné à l'idée de devenir russe un jour ou l'autre. Suppose que les Anglais arrivent en disant « Vous pouvez continuer votre travail, vous allez continuer à travailler sur l'uranium, mais vous devez signer un papier. »
Il faudrait sans doute signer pour pouvoir partir d'ici. Est-ce que tu le ferais, vraiment? Je dirais que même pendant la guerre, j'ai pu poursuivre mes travaux librement. Et je demanderais si cela ne peut pas continuer ainsi. Je dirais la même chose, bien sûr. Mais s'il disait non, je signerais volontiers et j'en tiendrais pas compte. Des gens comme Wirtz voudront faire quelque chose aussi. Wirtz pourrait continuer ses travaux sur sa drôle de machine. Il ne pourra pas séparer ne serait-ce qu'un milligramme de quoi que ce soit. Weizsäcker a le même problème que j'avais avec mon propre appareil. C'est une question de solubilité. Tant qu'il utilise des fluides autres que le mercure, il tombe sur le même effet de la solubilité que moi. La différence entre son appareil et le mien, c'est qu'il n'a qu'une seule étape, et que le mien est plus compact. Mais bien sûr, il essayera, il jouera à ça, même si ça ne mène à rien. Mais je pense que les Anglais seront satisfaits s'ils ont l'appareil. J'imagine qu'on devra signer quelque chose, que nous ne dirons rien au sujet de l'appareil qu'ils nous ont pris. Je ne peux pas croire qu'ils nous laisseront partir. Il faudra certainement qu'on signe une déclaration, disons que nous ne publierons pas. Il faut faire attention à ne pas s'engager. Sir Charles Frank, physicien britannique. Il a rendu visite aux prisonniers en novembre 1945, un mois avant leur libération. Je ne peux m'empêcher de penser que certains d'entre eux affichent une naïveté, une ignorance ou des hésitations très surprenantes au sujet du plutonium. Les propriétés de cet élément, qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, avaient été correctement prédites par Niels Bohr et John Wheeler. La plupart d'entre eux devaient savoir qu'une chose dite par Bohr, même si elle s'avérait finalement inexacte, devait être prise au sérieux. Une conférence eut lieu du 26 au 28 février 1942 au Kaiser Wilhelm Institut für Physik, conférence à laquelle assistaient pratiquement tous les physiciens engagés dans les projets de piles à uranium, ainsi que des représentants de l'état-major des armées, du conseil de recherche du Reich et les ministres concernés. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Prévision qu'on peut attribuer dès 1940 à von Weizsäcker. On trouve même une estimation de la quantité d'éléments 94 nécessaire pour la fabrication d'une bombe qui est de 10 à 100 kg. La partie cruciale dans toutes ces conversations concerne la quantité minimale de matière fissile nécessaire pour une explosion atomique, ce qu'on appelle la masse critique. Au moment où débute la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques savent en général que l'isotope U-235 de l'uranium peut produire une explosion absolument dévastatrice. Mais personne ne sait précisément quelle est la masse critique de U-235. La définition même de cette masse critique comporte une difficulté. Il faut faire la différence entre plusieurs quantités qui sont la masse critique de U-235 seule et la masse critique beaucoup plus petite de U-235 entourée d'un manteau de matériaux capable de renvoyer les neutrons vers l'uranium-235. Et enfin, la quantité nécessaire pour fabriquer réellement une bombe. Une quantité juste supérieure à la masse critique ne provoquerait qu'une minuscule explosion. Il est clair que l'estimation de la masse critique pour une explosion à partir de U-235 que fit Heisenberg était d'une importance absolument fondamentale pour la politique nucléaire allemande durant la guerre. Les gens bien informés, en Angleterre et aux États-Unis, seraient sans doute arrivés à la même conclusion qu'en Allemagne, à savoir que la quantité de U-235 nécessaire était si grande qu'elle rendait impossible la fabrication d'une bombe par qui que ce soit pendant la guerre, conclusion qui aurait été accueillie avec grand soulagement.
received that conclusion with welcome relief. « 16 juillet. Conversation entre Hahn et Dimner après avoir lu dans le journal que Lord Cherwell assistait à la conférence de Potsdam. Lord Cherwell est le conseiller scientifique du gouvernement de Grande-Bretagne. C'est un proche de Winston Churchill. En 1942, il a présenté au cabinet de guerre un rapport préconisant le bombardement massif des villes allemandes basé sur les effets du bombardement allemand dans le cadre d'une campagne de bombardement stratégique. C'est lui qui nous a fait enlever. Si Cherwell savait que nous sommes détenus ici, il se produirait quelque chose. Il irait voir des gens et discuterait de ce qu'il pourrait ou devrait faire. Il ne sait pas. Ces choses-là vont certainement être discutées. J'imagine qu'à la conférence des 3 grands, on va décider quels savants doivent aller en Russie. Comment Cherwell pourrait-il être au courant de quoi que ce soit? Il ne sait rien à notre sujet. C'est vraiment bête. Peut-être est-il au courant après tout. 17 juillet. Conversation entre Kurt Dimner et Erich Bagge. Je serais content, Bagge, si on pouvait rester ici. Ce serait merveilleux si nous pouvions devenir anglais. Et ne plus rien avoir à faire avec ce groupe. Je prêterais volontiers serment pour n'avoir plus aucun rapport avec eux. Sir Charles Frank. Je savais par Wirtz que les détenus se doutaient, au moins depuis novembre, que Farm Hall était sur écoute. C'est pourquoi j'ai lu avec le plus grand soin les transcriptions pour voir s'ils avaient pu se concerter pour mentir, ou bien cacher des choses. Je n'ai trouvé aucune trace d'un tel plan. De fait, quand bien même il y en aurait eu un, l'annonce de la bombe d'Hiroshima, qui sans nul doute les surprit tous, aurait rendu ce plan sans objet. À travers leurs hésitations, pour ce que je peux en dire, on sent qu'ils surveillent davantage leur réaction mutuelle que celle de possibles oreilles espionnes. – 15h-16h sur la première, Histoire vivante. Opération Epsilon. Rapport de l'officier Rittner à Michael Perrin des services secrets britanniques. Copie au commandant Eric Welch, journée des 6 et 7 août 1945. Ce rapport contient les premières réactions des invités à la nouvelle de la mise au point et de l'utilisation de la bombe atomique par les Alliés. Les invités ont été complètement abasourdis par la nouvelle. Au début, ils ont refusé d'y croire. Ils ont pensé que c'était un bluff de notre part pour obliger les Japonais à se rendre. Après avoir entendu l'annonce officielle, ils ont compris qu'il s'agissait vraiment de cela. Leur première réaction, que je crois sincère, a été une expression d'horreur à l'idée que l'on ait pu utiliser cette invention pour provoquer des destructions. « 6 août 1945. Peu après le dîner, j'ai informé le professeur Otto Hahn que la BBC avait annoncé qu'une bombe atomique avait été lâchée. Hahn a été complètement brisé par la nouvelle. Il a dit qu'il se sentait personnellement responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, puisque c'est sa propre découverte qui avait rendu la bombe possible. Il m'a dit qu'il avait pensé, au départ, se suicider, quand il avait compris les conséquences terribles que sa découverte rendait possible. Il se rendait maintenant compte qu'elle s'était réalisée et qu'il était coupable. On a pu le calmer à grand renfort d'un stimulant alcoolisé, et il est descendu pour dîner, où il a annoncé la nouvelle aux invités qui étaient rassemblés.
Comme on pouvait s'en douter, la nouvelle a été accueillie avec incrédulité. Voici la conversation qui eut lieu au cours du dîner. Ils n'ont pu la faire que s'ils ont un système séparant les isotopes de l'uranium. Ils l'ont également. Avant la guerre, mes assistants avaient séparé une fraction de milligrammes en 39, avant la guerre. De l'uranium 235 ? Ah oui, de l'uranium 235. Mais est-ce qu'ils ont utilisé le mot uranium en parlant de cette bombe atomique ? Ah non. Alors, ça n'a rien d'atomique, mais l'équivalent de 20 000 tonnes de matériaux explosifs. C'est terrifiant. Est-il possible qu'ils aient un réacteur fonctionnant assez bien et qu'ils l'aient eu depuis assez longtemps pour séparer 93 ? Je ne le crois pas. Sir Charles Frank, physicien britannique. Il est étonnant que Hahn, qui était vraiment l'expert en éléments radioactifs du groupe, ait mis 1 semaine pour comprendre que le plutonium, qui avait été cité aux informations, devait être l'élément 94. En fait, les détenus ont échafaudé des théories, surtout à partir de l'élément 93. Tout ce que je peux avancer, c'est qu'un amateur en Amérique qui n'y connaît presque rien les a bluffés en leur disant « Si vous lâchez ça, c'est l'équivalent de 20 000 tonnes de super explosifs. » Mais en fait, ça ne marche pas du tout. De toute façon, Heisenberg, vous êtes tous battus. Vous pouvez remballer. Je suis bien d'accord. Ils ont 50 ans d'avance sur moi. Je ne crois pas à un mot de cette histoire. Ils ont dû dépenser les 500 millions de livres dont ils ont parlé à la radio pour séparer les isotopes. C'est facile. Les Alliés savent que c'est facile. Ils savent donc qu'on finira vite par trouver s'ils nous laissent poursuivre nos travaux. Je pensais qu'on n'y arriverait pas avant 20 ans. À mon avis, ça n'a rien à voir avec l'uranium. Ça devait être une bombe relativement petite, une bombe de poche. Je veux bien admettre que ce soit une bombe à haute pression. Je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec l'uranium. C'est un truc chimique dont ils ont augmenté énormément la vitesse de réaction. Et ça a fait croître énormément la puissance d'explosion. Nous avons toujours pensé que faire une bombe nous prendrait 2 ans. S'ils l'ont vraiment, ils ont été bien avisés de garder tout ça secret. Je suis bien content que nous ne l'ayons pas eu. Qui faut-il blâmer ? Otto Hahn. Otto Hahn, en 1938, a découvert la fission nucléaire. Sans cette découverte, il n'y a pas de bombe atomique. C'est effrayant que les Américains l'aient fait. Je crois que c'est folie de leur part. On ne peut pas dire ça. On peut aussi bien dire, c'est la façon la plus rapide de mettre fin à la guerre. C'est ce qui me console. Je ne crois toujours pas un mot au sujet de cette bombe. Mais je me trompe peut-être. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'ils aient environ 10 tonnes d'uranium enrichi, mais pas qu'ils aient 10 tonnes d'uranium 235 pur. Je croyais qu'une toute petite quantité d'uranium 235 suffisait. S'ils l'enrichissent même de peu, ils peuvent construire un moteur qui fonctionne. Mais on ne peut pas faire un explosif avec ça. Mais s'ils ont, disons, 30 kilos de 235 pur, ils ne peuvent pas faire une bombe avec ça. Mais ça pèterait pas. Mais pourquoi me disiez-vous qu'il fallait 50 kilos de 235 pour faire quelque chose ? Maintenant, vous dites qu'il faut 2 tonnes. Je ne veux pas me prononcer maintenant. Il y a tellement de possibilités, mais aucune que nous connaissions, cela est sûr. Aucune que nous ayons essayé. Et je dirais qu'au train où nous allions, on n'aurait pas pu réussir pendant la guerre. Oui. Ce n'est pas vraiment rassurant de savoir qu'on est personnellement capable de faire quelque chose que d'autres pourraient faire à leur tour un jour. Une fois, je voulais proposer que tout l'uranium connu soit coulé au fond de la mer. S'ils l'ont fait avec de l'uranium 235, on devrait comprendre comment. Ça ne dépend que de la quantité qu'ils ont utilisée. 50, 500 ou 5000 kg. Mais nous ne connaissons pas l'ordre de grandeur. On peut supposer qu'ils ont une méthode de séparation isotopique dont nous n'avons aucune idée. Nous n'avions qu'une personne travaillant là-dessus. Ils y ont peut-être mis 10 000 personnes. Vous croyez qu'ils ont pu obtenir l'élément 93 ou 94 en faisant fonctionner un ou plusieurs moteurs ? Ça me paraît peu probable. Bien. Je crois qu'on va parier avec Heisenberg que c'est du bluff. Il y a une grande différence entre découverte et invention. On peut toujours être sceptique au sujet d'une découverte et finalement être très surpris. Mais dans le cas des inventions, ça ne peut vraiment surprendre que les gens qui n'étaient au courant de rien. On a travaillé dessus pendant 5 ans. Ça reste un peu bizarre. Regarde la méthode de séparation de Clusius. Beaucoup de gens avaient travaillé sur la séparation des isotopes. Et un beau jour, Clusius a trouvé.
C'est la question de la séparation isotopique qu'on a complètement négligée, en partie sans savoir et en partie sciemment. Oui, mais seulement parce qu'il n'y avait aucune méthode raisonnable. Séparer 234 de 238, ou bien 235 de 238, c'est une affaire extrêmement compliquée. Il aurait fallu avoir une équipe complète. Nos moyens étaient insuffisants. Il aurait fallu produire des centaines de composés organiques de l'uranium, les faire examiner systématiquement par des assistants, puis les tester chimiquement. On n'avait personne pour faire ça. Mais on savait bien comment il fallait faire. Cela supposait d'y employer 100 personnes, et ça, c'était pas possible. À travers toutes les choses scientifiques que mes 2 collaborateurs américains m'ont envoyées en 40, j'ai pu voir que ça intéressait les Américains. En 1940, Van der Gritten m'a écrit en me disant qu'il séparait des isotopes avec la General Electric. Mais il était bon, ce Van der Gritten ? Non, il n'était pas vraiment très bon. Mais le fait qu'on l'avait employé montrait qu'il travaillait dessus. Ce salaud de Bomke était dans mon institut. Je n'ai jamais rencontré un aussi fieffé menteur. Cet homme est venu me voir en 38, quand mon assistante, la Fräulein Lise Meitner, une physicienne de premier plan, non-arienne, était encore là. C'était pas facile de la garder à l'institut. Je me souviendrai toujours comment Bomke est venu nous voir, comment il m'a dit qu'il était poursuivi par l'État parce qu'il n'était pas nazi. On l'a pris, puis on a découvert qu'il était un vieux militant du parti. Extrait de l'ouvrage Les savants d'Hitler de John Cornwell. La lettre de Lise Meitner. S'agissant des scientifiques allemands, le statut des compagnons de route dans le régime nazi acquiert une singularité pour ainsi dire unique au vu de l'invocation habituelle d'une science exempte de valeur. Suivant cette approche, il est possible de faire de la bonne science sous n'importe quel patron, employeur ou régime. Et pourtant, c'est précisément dans cette revendication d'un statut apolitique, neutre, intouchable et tabou que le compagnon de route se révèle souvent bien plus dangereux que les vrais fidèles d'Hitler. Il y eut des exceptions. Celles comme le mathématicien Hermann Weyl quittant Göttingen pour les États-Unis, ou von Laue dans la résistance passive, ou Wieland refusant le salut hitlérien et engageant dans ses départements de la chaire de chimie à Munich des assistants demi-juifs. Wieland sera dénoncé par les étudiants nazis, exécuté en 1945. Et il existe une autre espèce d'exception importante, le scientifique qui sert le régime hitlérien avant d'y voir clair et d'en éprouver finalement du remords et de se livrer à son autocritique. Un des détracteurs les plus éloquents du scientifique devenu compagnon de route sous le Troisième Reich est Lise Meitner, dont les arguments sont d'autant plus probants qu'elle s'inclut elle-même dans sa véhémente condamnation de ceux qui travaillèrent sous Hitler. En juin 1945, alors que la vérité sur les camps de concentration est publiée et diffusée en Grande-Bretagne, Meitner déverse ce qu'elle a sur le cœur dans une lettre à Otto Hahn, son ancien collaborateur. La missive ne lui parvient pas, et pour cause, il est retenu avec le reste du groupe, dans le plus grand secret. Après qu'elle eut écouté à la BBC un reportage très factuel de Britanniques et d'Américains sur Bergen-Belsen et Buchenwald, le besoin la prit de, ouvrez les guillemets, hurler, et elle ne put trouver le sommeil de toute la nuit. Se souvenant des gens qu'elle avait vus en piteux état à leur retour des camps, elle écrivit qu'Eisenberg et des millions de gens avec lui devraient être forcés de voir ces camps et le peuple martyrisé. Vous avez tous travaillé pour l'Allemagne nazie, et vous n'avez essayé d'opposer qu'une résistance passive. Certes, pour racheter votre conscience, vous avez aidé ici ou là un persécuté. Mais vous avez laissé assassiner des millions de gens innocents sans élever aucune espèce de protestation. Je dois vous écrire ces mots car tant de choses dépendent, pour l'Allemagne comme pour vous, de la reconnaissance de ce que vous avez laissé faire. Moi-même et beaucoup d'autres croyons qu'une solution serait que vous publiiez une lettre ouverte déclarant que, par votre passivité, vous êtes conscient de vous être rendu co-responsable de ce qui est arrivé. Mais beaucoup estiment qu'il est trop tard. Ils disent que vous avez d'abord trahi vos amis, puis vos hommes et vos enfants,
en ce que vous les avez laissés jouer leur vie dans une guerre criminelle, et enfin que vous avez trahi l'Allemagne elle-même. Parce que quand l'issue de la guerre était déjà complètement désespérée, vous n'avez pas une seule fois pris les armes contre la destruction absurde de l'Allemagne. Cela paraît irréparable, mais croyez-le bien, c'est au nom de l'amitié la plus honorable que je vous écris tout cela. Peut-être vous souvenez-vous que quand j'étais encore en Allemagne, et aujourd'hui je sais que ce n'était pas seulement stupide, mais que c'était un grand tort de ne pas partir sur le champ, je vous disais souvent, tant que nous serons les seuls à avoir des nuits sans sommeil, et pas vous, les choses ne s'arrangeront pas en Allemagne. Or, vous n'aviez pas de nuit d'insomnie, vous ne vouliez pas voir, c'était trop inconfortable. Je pourrais vous donner tant d'exemples, grands et petits. Je vous prie de me croire. Tout ce que j'écris ici, c'est pour essayer de vous aider, vous tous. Trois ans plus tard, Meitner aborda à nouveau la question de sa culpabilité pour être resté en Allemagne. Aujourd'hui, il est clair à mes yeux que ce fut une grave faute morale de ne pas quitter l'Allemagne en 1933, puisque par le simple fait d'y rester, j'ai soutenu l'hitlérisme. Notre épisode était intitulé « Conversation écoutée », une réalisation de Jérôme Nussbaum. Demain, suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « La version ».